Alors, maintenant que tous les membres du panel sont installés, nous allons débuter donc, par la première partie au niveau de la problématique de l'accès au financement. Donc, je vais commencer par les structures étatiques et plus particulièrement par la NPE. Donc, monsieur le directeur général, au niveau justement de cette problématique d'accès au financement, quel est le rôle de l'État? Quelles sont les réformes qui sont engagées? Quel est le rôle de votre structure justement dans l'accompagnement de ces PME? Dans la description et dans mes recherches, j'ai cru comprendre que l'accompagnement était non financier. Donc, qu'est-ce que ça inclut par exemple? Voilà, vous avez mis beaucoup de choses ensemble. Donc, je vais y aller comme je peux. Et au fur et à mesure, on va essayer de décanter. Le rôle de l'État en matière d'accompagnement au financement, c'est essentiellement un rôle régulateur. C'est essentiellement un rôle de régulation. Et pour ce qui est de l'offre en financement et également de la demande. Et actuellement, sur la place au Bénin, nous avons essentiellement l'offre de financement est essentiellement assurée par les banques et les systèmes financiers décentralisés. Et beaucoup de structures d'accompagnement comme les structures d'intermédiation financière, mais aussi beaucoup de cabinets, de structures d'appui et d'encadrement des micro, petites et moyennes entreprises qui permettent d'offrir aux PME des services non financiers nécessaires pour leur permettre d'avoir accès au financement. Ça veut dire que pour des questions de gouvernance au niveau de ces micro, petites et moyennes entreprises, les structures d'encadrement aussi bien au niveau du public que du privé interviennent d'un certain nombre de manières pour permettre aux micro, petites et moyennes entreprises de remplir les conditions minimales demandées par les institutions de financement, notamment les banques. Les banques dont ce matin, vous avez suivi la présentation du directeur général de FAGAS, qui sont assez frileuses pour accompagner quand même les micro, petites et moyennes entreprises. Alors, pour faire simple, au niveau de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ce que nous faisons essentiellement, c'est de rendre la PME, si je peux m'exprimer comme ça, crédible vis-à-vis de la banque. Il y a un certain nombre de programmes que nous déroulons au niveau de la NPME qui accompagnent depuis les entreprises informelles que nous appuyons à monter en échelle pour commencer un peu ce que moi j'appelle le parcours de combattant pour accéder au financement, surtout bancaire. Alors, quand on finit ça, on essaie de voir un peu à quel stade est la PME, par un diagnostic stratégique sommaire. Ça nous permet de voir les fonctions de l'entreprise qui doivent être renforcées pour permettre notamment de rassurer la banque et de démarrer le chemin. Alors, tout un tas de services aussi sont en corollaire. Comment on accompagne la PME à avoir accès au marché? Comment on accompagne la PME à avoir la bonne information fiscale? Tout un tas de services non financiers sont associés à l'accompagnement au financement pour permettre à la PME d'aller de l'avant au plan financier. Mais il faut dire que les résultats sont assez mitigés parce que nous rassurons les banques avec un certain nombre d'éléments, mais à leur niveau, la réceptivité de nos outils d'intervention n'est pas encore ce que ça doit être pour permettre d'impacter un grand nombre de micro, petites et moyennes entreprises. Voilà en liminaire ce que je peux dire concernant le secteur du financement tel que vu par l'État chez nous. D'accord. Vous avez parlé de réceptivité de vos outils. Concrètement, comment ça se passe? Si par exemple j'ai un projet d'entreprise, l'entreprise n'est pas encore créée, est-ce que je peux venir vous voir et comment vous allez m'aider? Un autre cas, si j'ai déjà créé une entreprise, une SARL par exemple, avec un capital d'1 million, comment est-ce que vous pouvez m'aider si je viens vers vous? Est-ce que vous accompagnez aussi les promoteurs dans le processus de création d'entreprise? Est-ce que vous les conseillez sur le capital social, la forme juridique des entreprises?
Voilà, il faut dire, on va séparer les choses. Les couloirs sont bien définis par l'État. Et nous travaillons essentiellement avec les entreprises qui sont déjà là, qui sont déjà formalisées, des entreprises qui sont déjà enregistrées. On a juste ouvert une petite fenêtre pour les entreprises du secteur informel et où nous avions trouvé un fort potentiel de production, un fort potentiel de prestation de services. Alors, les structures qui s'occupent des primos, enfin des idées d'entreprise, tout ce qui est avant l'entreprise, nous avons l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, l'ADEJ. Je crois qu'ils seront là, s'ils n'ont pas été là, c'est qu'ils seront là prochainement pour mieux décrire un peu comment ça se passe pour une nouvelle entreprise, quel est le cheminement. À notre niveau, nous travaillons avec des entreprises qui existent déjà et nous travaillons dans le segment PME, ça veut dire au sens de la loi portant promotion et développement des PME, toute entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 2 milliards. Voilà. Donc, toute entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 2 milliards est dans le portefeuille de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Et une fois que vous êtes enregistré à l'APIES, qui est la structure qui vous aide à faire toutes les formalités pour que votre entreprise soit une entreprise digne de ce nom, vous rentrez dans la base de données de l'ANPME qui vous apporte les services non financiers afin que les services financiers puissent aller de l'avant chez vous. Voilà. Donc vous accompagnez ces entreprises dans leur dépôt de demande de financement au niveau des banques? Oui. Bon, d'accord. Okay. En les aidant à élaborer tout ce que les banques demandent. Les banques demanderont un certain nombre de choses. Les banques veulent voir s'il y a un bon plan d'affaires, s'il y a des états financiers qui montent un tant soit peu, la santé comptable de l'entreprise. Donc, nous accompagnons les entreprises à mettre à disposition des banques un certain nombre d'éléments sans lesquels la banque ne peut pas apprécier la santé de l'entreprise. Voilà. C'est très clair, merci. J'ai vu que vous avez beaucoup parlé de banques en tant que fournisseur de financement. Donc toujours les banques. On va voir avec la GICGI, en la personne de M. Gonflet, qu'il y a d'autres acteurs qui pourraient octroyer des fonds à ces PME. Et puis on va vous interroger sur le rôle possible de la NPE dans ce cadre-là, la NPME dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Alors je vais me tourner maintenant vers Madame Gaba. Alors, vous êtes la coordinatrice du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Est-ce que vous pouvez présenter de manière un peu plus précise votre structure et quel type de PME vous accompagnez dans ce secteur-là très spécifique du numérique? Alors merci, je me représente Jessica Gaba, coordonnatrice du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, qui est logé aujourd'hui sous le ministère du numérique et de la digitalisation. Donc c'est un projet qui a vu le jour il y a 2 ans. Donc c'est 2019 et pas 2009, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc je rectifie. Et donc le fonds aujourd'hui, typiquement, c'est un fonds d'à peu près 1 milliard. C'est connu, c'est public, pour les entrepreneurs dans le secteur du numérique. Mais attention, quand on dit numérique, à quoi on pense? Tout de suite, on pense au TIC, on pense au digital, mais pas que. C'est-à-dire que la particularité ici, c'est que vous pouvez être dans tous les secteurs, vous pouvez être dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans le tourisme, mais utiliser des technologies numériques dans ce que vous faites, dans vos entreprises. Donc, typiquement, vous prenez celui qui fait du jus d'ananas, par exemple, une PME qui fait du jus, dans la production de jus d'ananas et de la vente de jus d'ananas, et que derrière, il y a peut-être une technologie qui est utilisée, du dronage, de l'innovation via l'intelligence artificielle, ou même d'autres entreprises dans la fintech qui utilisent aujourd'hui la blockchain. Donc on voit vraiment ces spécificités-là qui sont de notre secteur du numérique, et là, on peut vous classer comme une PME. Bon, on utilise un peu plus le vocable start-up, mais on peut vous classer bien sûr dans les PME qui sont couvertes par le FAEN, par le FAEN. Et typiquement, ce que nous faisons en termes de fourniture de services financiers, on va dire que c'est des grants, donc des subventions uniquement pour le moment.
Donc, je pense que sur ce panel, il y a d'autres personnes qui pourront peut-être mieux parler des services bancaires, des crédits, de l'octroi de crédit, des prêts ou alors de garanties. Mais nous, pour le moment, notre expérience, elle se focalise sur les subventions. Quand je dis subvention, peut-être pour certains dans la salle, c'est non remboursable. Il n'y a pas de remboursement que l'entreprise devra faire au fond. Voilà un peu. Donc, je pourrais peut-être aussi rajouter que nous, pour le moment, on n'est pas encore sur le conseil et l'assistante technique en début. On est vraiment sur de la fourniture de moyens de financement à ces PME-là, à ces entreprises-là. Derrière, ça demande donc que vous puissiez travailler avec des SIG, des sociétés, des structures d'intermédiation et de gestion, par exemple, avec des accélérateurs, des incubateurs qui pourront, eux, faire ce travail-là, métier d'accompagnement, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Mais nous, on est vraiment sur la fourniture de ces moyens-là dont ils ont besoin, que ce soit en démarrage, en amorçage, ou beaucoup plus tard, où vous avez des entreprises qui sont un peu plus en maturité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? On a deux financements distincts. On a un financement d'amorçage et on a un financement de maturité. L'amorçage serait un peu plus pour des entreprises entre 1 an et 3 ans, tandis que le financement de maturité irait à des entreprises qui ont quand même dépassé les 3 ans et qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 6 ans. Il faut retenir pour finir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de document juridique légal qui permet de donner un statut à la start-up ici en République du Bénin. Donc, nous utilisons les documents sur les PME en attendant. Donc, pour nous, les start-up n'ont pas encore vraiment un statut juridique formel, mais elles sont traitées au même régime parce que ce sont des entreprises, c'est des petites et moyennes entreprises pour la plupart. Elles sont traitées sous le même régime que les start-up. Donc, les tickets qu'on leur octroie pour le moment au niveau du FAEN, c'est entre 1 million et 30 millions. Voilà un peu pour nous. Merci. Donc, je comprends que pour s'adresser à la FAEN, il faut déjà être formalisé, avoir quand même un certain historique en matière d'activité. Oui, tout à fait. Parce que nous n'allons pas aller, c'est l'État, déjà, il faut le dire, c'est le budget national. Donc, derrière, il y a de la reddition de comptes qui va être faite. Et donc, vous avez besoin quand même d'un minimum de garantie. On ne va pas forcément aller sur l'informel, même si le DGNPME l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment de très bonnes recrues. Nous voyons des idées vraiment formidables dans le secteur informel, mais il faut quand même un minimum de formalisation. Et après, on peut même vous aider, c'est-à-dire qu'on peut vous proposer après d'avoir des facilités lorsque la première année pour la fiscalité, il y a des choses qu'on peut revoir avec vous. Mais il faut absolument vous enregistrer et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire avec les réformes dans le climat des affaires au niveau de la PIEX. C'est vraiment beaucoup plus facile à une entreprise de se faire enregistrer et d'être dans du formel. Tout à l'heure, vous aviez parlé que le Bénin n'avait pas encore de document juridique légal pour qualifier les start-up. Qu'est-ce que vous entendez par là plus précisément et en quoi ce paramètre pourrait permettre d'améliorer les choses? Merci. Alors, les start-up, typiquement, c'est des entreprises. D'accord ? C'est vraiment un vocable qui fait très tendance aujourd'hui, mais c'est des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, qui ont un taux, je vais dire, de scalabilité qui peut monter très, très, très vite et aussi ce côté innovant-là. Donc, on est un peu loin des schémas de l'entreprise conventionnelle et classique et elles sont beaucoup plus risquées auprès des banques. Si déjà les banques sont frileuses de nature vis-à-vis des entreprises, lorsque vous êtes une start-up, le risque, il est doublé. Il est doublé. Et donc, il faut quand même, pour ces entreprises-là, à l'instar de ce qu'on voit dans d'autres pays, dans le système anglophone, par exemple, je pense au Kenya, je pense au Ghana, au Nigeria, tout près, à l'instar de ces pays-là, ou même au Sénégal maintenant, dans la sphère francophone, où vous avez une Start-up Act qui permet quand même de qualifier c'est quoi une start-up,
d'accord, qui permet de dire qui est-ce qui a droit à cette labellisation-là, mettre en fait les paramètres et le cadre qu'il faut pour avoir une labellisation des startups, donc avec l'organe de régulation qui va pouvoir délivrer ces labels-là, également tout ce qui est mesures incitatives, fiscales, au niveau du fisc, tout ça pour les entreprises qui se prénomment start-up. Donc, on n'a pas vraiment de document encore officiellement pour ça, mais par contre, le projet de ce document-là est sur la table depuis un bon bout de temps. Et il y a eu des travaux qui ont été amorcés pour que ce document-là puisse être effectif et voir le jour au Bénin. Et on est quand même très avancé avec les acteurs. Je pense notamment à des acteurs comme Enabel qui nous aident, qui nous accompagnent via le projet DigiBoost. Je pense également à certains incubateurs de la place et Trilab, Semen City, qui ont été consultés comme partie prenante pour l'élaboration d'un tel projet de document qui pourrait très très vite passer par le Conseil des ministres et à l'Assemblée, on l'espère prochainement. Voilà. C'est bon à savoir pour ceux qui nous écoutent. J'avais une dernière question en termes de chiffres, statistiques. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Parce que là, par exemple, avec la crise sanitaire que l'on traverse, la distanciation sociale, etc., on se tourne de plus en plus vers les outils numériques. Donc, est-ce que vous avez senti une augmentation au niveau du vivier des entreprises qui viennent vous voir par rapport à ces projets-là, dans ces secteurs-là? Alors, je dirais que déjà, nous, au niveau du FEN, on lance des appels à candidature 2 fois par an. Nous en avons lancé un l'année dernière et nous en relançons un en fin septembre. Donc, hors ces grands moments dans l'année où nous lançons ces appels à candidature-là, nous ne pouvons malheureusement pas recevoir des candidatures directes. Donc, on va recevoir peut-être des entrepreneurs, les écouter, mais il n'y a rien que nous ne puissions faire hors du circuit que nous avons nous-mêmes mis en place qui nous permet de faire un appel à candidature et de recruter des personnes pour une cohorte. Du coup, pour la dernière cohorte, nous étions à un peu plus de 150 quand même entrepreneurs qui se réclament du numérique, donc qui, quelque part, utilisent du numérique dans leur chaîne de valeur, chaîne de production, chaîne logistique, quelque part, que ce soit même au niveau de la communication, donc utiliser du WhatsApp Business. Certains sont venus vers nous en nous disant, oui, nous, on n'utilise pas la blockchain, on n'utilise pas les technologies que vous voulez, mais on se réclame entrepreneur du numérique parce que, quelque part, notre chiffre d'affaires, on le fait via Facebook, notre chiffre d'affaires, on le fait via ceci, cela. Donc, et nous sommes d'ailleurs en train de voir dans quelle mesure ces entrepreneurs-là, justement, on va les intégrer à ce que nous qualifions d'entrepreneurs dans le domaine du numérique. Et oui, avec la Covid, je pourrais dire qu'il y a eu peut-être une hausse. Je n'ai pas statistiquement étudié ça au niveau de ce que nous avons reçu, mais je sais de façon sûre que nous avons eu pratiquement 150 candidatures et c'était que des personnes qui avaient créé leurs entreprises les 2-3 dernières années. On a eu des candidatures la dernière année, l'année 2020. On a eu des candidatures qu'on n'a pas prises, malheureusement. Mais oui, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées, qui se sont formalisées dans la période de Covid. Voilà. Okay, ça va. Merci, Madame Gaba. Je vais me tourner à présent vers le FAGAS en tant qu'institution régionale. Donc, au niveau de la problématique de l'accès au financement, quel est le rôle que le FAGAS peut jouer dans ses activités au quotidien, dans l'accompagnement justement de ces entreprises? On parle de PME, PMI. Comment est-ce que vous les définissez? À partir, par exemple, de quel montant de capital social ou de chiffre d'affaires, etc., une PMI, PME peut espérer pouvoir bénéficier des services du FAGAS? Merci, Madame, pour la question. Si j'ai bien compris, la première était relative au rôle que le FAGAS peut jouer dans le cadre de l'accompagnement des PME, PMI en Afrique, notamment au niveau du Bénin. Ce que le FAGAS fait, le FAGAS travaille beaucoup plus en collaboration avec les banques. Je pense que le directeur général l'a expliqué ce matin dans son keynote. Qu'est-ce que nous faisons exactement? De par le passé, les porteurs de projets agressaient directement les requêtes au niveau du FAGAS. Mais nous avons revu notre mode opératoire qui intervient dans le cadre du nouveau plan stratégique, dans lequel nous travaillons exclusivement en relation avec les banques.
Donc même si les porteurs de projets nous saisissent, nous les référons au niveau de nos banques partenaires. Et les banquiers sont dans la salle, ils peuvent confirmer le bien fondé de ce que nous disons. Et pourquoi on le fait? Parce que la garantie que nous octroyons, c'est un impulseur de crédit. La garantie étant l'impulseur de crédit, il est d'abord question que le porteur de projet puisse bénéficier d'un crédit au niveau de la banque, avant que la banque sollicite maintenant la garantie, pour pouvoir se rassurer que le dossier a été très bien monté. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement? Donc, un porteur de projet qui nous saisit, on le refait au niveau de la banque va analyser le dossier et maintenant se référer au niveau du FAGAS. Comment le FAGAS fait maintenant pour pouvoir agresser la problématique du financement de PME-PMI? Nous avons un type d'intervention spécifique que nous appelons la garantie portefeuille, qui a été taillée justement à cette mesure-là. La garantie portefeuille, c'est quoi? C'est une ligne de garantie que nous octroyons au niveau des banques partenaires, et la plupart des banques qui sont dans la salle en ont déjà bénéficié. Je suis persuadé que beaucoup de porteurs de projets, certains sont dans la salle, des PME-PMI, ont déjà bénéficié de la garantie du FAGAS, mais sans le savoir, parce que c'est une garantie silencieuse. Donc, nous mettons à disposition d'une banque une ligne de garantie avec certains critères qui doivent être respectés. Nous allons par exemple dire à la banque, pour des projets, des crédits, peut-être jusqu'à 100 millions, il faudra imputer la moitié, donc 50% de la garantie requise sur cette ligne-là. Vous voyez un peu. Il y a plus des crédits de plus de 100 millions, donc ils nécessitent une garantie assez au-delà. Dans ce cadre-là, la banque va solliciter l'avis de non-érection du FAGAS que nous donnons dans les 48 heures. Et maintenant, pour des crédits qui dépassent un montant peut-être de 200 millions, ça ne peut non pas être traité dans le cadre de la ligne. La banque va se référer au FAGAS directement pour solliciter un traitement, ce que nous appelons les garanties individuelles. Donc, dans le cadre de l'accompagnement des PME-PMI, le FAGAS on a mis sur pied ce produit-là que nous appelons la garantie portefeuille et qui se passe très bien avec les banques partenaires ici présentes. Avec cette garantie, nous impulsons le financement, nous permettons aux banques partenaires de pouvoir accompagner efficacement les PME-PMI. Parce que ne perdons pas de vue que la garantie de FAGAS, c'est une garantie financière dans le classement des différents types de garanties. C'est une garantie financière que nous délivrons. Et avec cette garantie financière, comme ce matin dans le keynote des différents panels qui sont passés ce matin, il faut bien relever qu'avec les accords de Bâle, depuis le 1er janvier 2018, les banques ici sont assujetties à ces accords-là. Et ceci étant, vous allez voir, de par le passé, une banque pouvait prendre beaucoup de types de garanties. Par exemple, des cautions solidaires, des hypothèques et autres. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle les coefficients de correction et de pondération qui sont appliqués à ces différentes cautions-là, à ces différents types de garanties qui sont prises. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans les différents discours, on me dira que les banques sont frileuses pour octroyer les crédits. Mais en fait, il faut revoir le problème beaucoup plus haut dans le cadre de l'accompagnement de PME-PMI. Je suis très, très content du panel avec l'agence de promotion des PME et aussi madame qui venait d'intervenir, sans compter tout ce qui a été dit ce matin dans les différents panels. Le problème de formation est fondamental. L'essentiel n'est pas seulement de pouvoir bénéficier d'un financement, mais il faut encore que les effets induits, que le projet pour lequel le financement a été octroyé puisse produire des effets induits dans l'économie en termes de création d'emplois. Une PME-PMI qui crée peut-être 40 emplois, ce n'est pas négligeable, c'est très important pour l'économie. Regardez un peu, une PME qui emploie 40 personnes, regardez combien de personnes vivent aux dépens de ces 40 personnes-là. C'est un aspect important. Une PME qui est créée, qui bénéficie d'un financement et qui paye les impôts à l'État, c'est un aspect important, c'est une valeur ajoutée qu'on crée dans l'économie. Il y a aussi, au niveau des aspects formation, le FAGAS a mis sur pied l'Institut du FAGAS. Il y a un institut qui existe, parce que nous nous sommes rendus compte que la vraie problématique était à ce niveau. Donc, pour pouvoir apporter notre pied à l'édifice par rapport à ce qui se fait déjà auprès des institutions comme l'Agence nationale de PME qui existe, et aussi ce que les régulateurs ont fait au niveau de la bourse de valeurs mobilières, il y a un compartiment PME où ils font un coaching des PME qui doivent traverser tous ces différents processus avant de pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Même au niveau de la Banque centrale, il y a un dispositif de PME qui a été mis en place qui permet aux PME qui respectent tous ces différents critères de pouvoir bénéficier des crédits. Et quand les banques octroient ces crédits au niveau de ces PME, ces banques bénéficient de refinancement au niveau de la Banque centrale. Donc je pense qu'il y a une question d'information. Il faut diffuser l'information au niveau des différents porteurs de projets pour qu'ils sachent que voilà un peu l'écosystème qui existe et comment ça fonctionne. Donc au niveau du FAGAS, pour ne pas me redire,
Je dirais que nous intervenons beaucoup plus dans le secteur de PME, nous le faisons notamment, bien sûr, sans compter toutes les configurations qui existent, que ce soit en start-up, que ce soit les PME existantes qui veulent augmenter les capacités de production et autres, nous le faisons sans hésiter. Mais toujours au travers des banques. C'est très important, au travers des banques. Ça, c'est un aspect très important. Parce que sans l'intervention des banques, la garantie est accessoire au financement, elle accompagne le financement. Ça, c'est un aspect très important. Vous avez maintenant parlé, là, au niveau de la seconde question, relative au niveau le montant au niveau de la classification de PME. Je dirais qu'ici, nous nous adossons aux banques, parce que les banques travaillent dans un environnement normé. Tout à l'heure, le responsable de l'agence nationale, le directeur de l'agence nationale de PME, a parlé de la stratification de PME. Vous voyez les critères qu'il faut respecter. Donc nous nous adossons à ces critères-là. Quand nous intervenons dans un pays, notamment ici au Bénin, on s'adosse à ces critères-là. Donc il y a toute une réglementation qui existe, il y a le niveau de chiffre d'affaires, il y a le nombre d'employés et autres. Nous nous adossons à ces critères pour pouvoir intervenir dans les différents pays membres, dont notamment ici au Bénin. Et en termes de chiffres, je pense que nous avons déjà assez fait au niveau des PME. Nous pensons que ça reste encore modeste. Il est question de pouvoir densifier nos interventions dans ce secteur-là, d'autant plus qu'ici au Bénin, sur des interventions, nous avons octroyé des garanties qui ont permis de mobiliser le financement de 177 milliards. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement des différents acteurs de l'écosystème, tels qu'on a vu ce matin et ceux de maintenant, on peut vraiment faire des choses, on peut aller de l'avant. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau de la première question. Merci. Okay. Merci beaucoup. Donc je comprends qu'au niveau de votre système d'intervention, vous êtes beaucoup axé, adossé et de manière exclusive sur les établissements de crédit. Donc j'ai deux questions. Si par exemple moi en tant que PME, je souhaite avoir accès à un financement, je présente mon dossier aux banques pour X raisons, hein, soit de mon fait, ou peut-être du fait des banques, parce qu'elles n'ont pas forcément les techniciens nécessaires pour appréhender mon business model, etc. Si la banque dit non, on n'a pas accès au FAGAS. Voilà, merci. Je vais essayer de m'expliquer pour essayer de reprendre votre question. Quand le dossier est présenté au niveau de la banque, comme je l'ai dit, même si la PME vient nous envoyer le dossier, nous allons refaire le dossier au niveau de la banque. Il faut que la banque d'abord traite le dossier normalement. Mais même si la banque dit non, quand la banque dit non, elle ne dit pas ce n'est pas un non sec, pardon. Il y a une raison de refus. Il y a une raison. L'avantage, en reprenant ce qui a été dit ce matin, au niveau de l'accompagnement, c'est un aspect très important, parce que sans accompagnement, c'est un peu compliqué d'accompagner les PME. C'est très important. Au niveau de l'accompagnement, il y a toute une batterie de mesures. Je pense qu'il est rentré un peu dans ces détails-là. Il est question d'abord de voir au niveau de l'information financière de la PME, ça c'est ces problèmes qui existent. Est-ce que l'information financière est bien structurée? Je vais prendre un cas pratique. Vous allez voir une PME qui existe déjà sur le marché, peut-être créée depuis 2 ans, qui fonctionne très bien. Actuellement, elle a reçu peut-être beaucoup de commandes et il lui faut maintenant faire l'extension de ses activités pour pouvoir répondre à ces commandes-là. La PME va au niveau d'une banque, sollicite peut-être un financement peut-être d'1 milliard pour pouvoir acquérir des machines et renforcer sa capacité de production. Vous voyez? Ben, là, tout se joue au niveau de comment le dossier est monté. Si la PME ne maîtrise pas tout ce processus, ce sera compliqué. C'est d'où maintenant vient le rôle de mon frère d'à côté. Ça, c'est très important pour le coaching. Parce que s'il va monter un dossier de dépôt sur le banquier, il ne connaît pas tous les contours. C'est très compliqué. Je prends un cas simple. S'il ne dit pas au banquier, bon voilà, en face, voilà un marché, voilà un débouché sûr, avec peut-être des bons de commande précis, voici où je vais écouler la production. Pour le banquier, c'est déjà quelque chose qui ne va pas. Je prends un autre cas. Vous pouvez voir une PME qui fonctionne très bien, la même PME, mais qui peut-être a un marché de 10 milliards. C'est une PME. Mais elle monte un dossier, elle va d'ailleurs solliciter un crédit de 10 milliards au niveau de la banque, directement. Le banquier ne vous donnera pas. Parce que le banquier va dire que, mais prouve-moi d'abord que tu peux gérer 2 milliards, 3 milliards avant d'aller au niveau de 10 milliards. Donc, si celui qui monte le dossier au niveau de la PME, ou bien le cabinet, ou bien, je ne sais pas moi, le partenaire qui l'accompagne, ne comprend pas qu'il faut compartimenter ce dossier-là pour dire, OK, allons d'abord peut-être sur un financement de 2 milliards, et après, maintenant, dès que vous prouvez au niveau du banquier, là, maintenant, le banquier vous donne carte blanche. Donc, c'est toutes ces astuces-là qu'il faut maîtriser dans le cadre du montage du dossier. En plus de ça, vient maintenant le problème de la garantie. La banque va dire à la PME, OK, sur quel marché tu vas écouler tes produits, comment ça va se passer, quelles sont les garanties que tu détiens. Vous voyez, c'est très important. Je prends un cas simple.
Une fois, on avait reçu un dossier d'une banque et un porteur de projet il avait un DAT, je dis un DAT dans une banque, un dépôt à terme d'1 milliard dans une banque. Mais il était propriétaire d'une PME. Mais il va dans une autre banque à côté solliciter un financement d'1 milliard. Vous voyez? Et il dit, quand il vient nous rencontrer, on échange, il dit non, je ne veux pas que cette banque-là soit au courant que j'ai 1 milliard là-bas. Alors si on s'en tient maintenant à la configuration de tout ce qui est comme les accords de Bâle et autres, le DAT c'est un cash collatéral. Donc il suffisait que s'il avait précisé qu'il détient un DAT quelque part, le crédit pourrait lui être octroyé même à 3%. Parce que la garantie, parce qu'en ce moment, le niveau de risque est nul. Au niveau de la pondération du DAT, on le pondait à 0%. Mais c'est une question d'information, de culture financière et aussi de s'entourer de ceux qui maîtrisent exactement le processus pour pouvoir mieux accompagner la PME. Donc, pour me résumer sur votre question, tant que le banquier dit non, il y a des raisons. Il ne dit pas non pour dire non, il y a des raisons fondamentales. Et c'est parce que le dossier n'a pas été bien monté en amont. Là, j'ai bien compris que vous défendez les banques, vous êtes pro-banque. Vous avez donné des exemples des défaillances des PME, PMI, des promoteurs, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est un manque de connaissances ou de formation au niveau de la banque même. Je comprends bien qu'il y a les impératifs au niveau des normes, etc., qui sont imposés, qui ne sont même pas forcément adaptés à notre environnement. Donc, du coup, les banques, elles ont des comptes à rendre et doivent faire attention. Mais quelquefois aussi, peut-être qu'elles ne poussent pas l'investigation très loin. La demande de garantie par excellence, c'est l'hypothèque. On sait que le droit OHADA en prévoit d'autres, par exemple. Moi, je n'ai pas forcément vu de recherche ou bien de développement en ce sens-là pour permettre d'autoriser le dossier. Et parfois, il y a des éléments peut-être un peu plus humains, pas forcément techniques, peut-être au niveau des aspects, par exemple, moraux, ou bien tout simplement parce que la tête du promoteur ne revient pas à telle personne, etc. Donc, il y a toutes ces considérations-là, je pense qu'on doit prendre en compte. Et c'est un peu dommage que si la banque dit non, bon, le FAGAS, voilà, en tant qu'institution régionale, elle soit bloquée à ce niveau-là. Est-ce que vous envisagez des collaborations avec d'autres fournisseurs, entre guillemets, de financement, comme les fonds d'investissement, par exemple, ou les DFIs, etc., pour permettre un peu de fluidifier voilà, et d'avoir un accès un peu plus facile à vous? Merci, madame, pour la question. Pour vous dire vrai, nous ne travaillons pas exclusivement avec les banques. Hein. Les banques, c'est entre nous. Nous travaillons avec les DFI, les institutions de financement et développement, dans la zone avec le BOAD et autres que vous connaissez, et aussi des nouveaux fonds d'investissement qui évoluent sur l'Afrique. Vous voyez, on se rend compte que tous ces nouveaux fonds d'investissement accompagnent efficacement les PME. Ça dépend de la stratification. Il y a certains qui accompagnent les start-up, d'autres qui accompagnent des structures existantes déjà. Donc nous travaillons avec toutes ces institutions-là pour pouvoir mieux accompagner le PME. Mais pour revenir maintenant sur la question que vous avez posée, la question précédente, je dirais que quand le banquier dit non et que le dossier est référé quand le banquier dit non, mais nous travaillons beaucoup en synergie avec les banques. Beaucoup en synergie avec les banques. Donc tout se joue au niveau de la formation. Ça, c'est un aspect très important. Donc au niveau de la formation, c'est fondamental. Parce qu'en fait, pourquoi la formation? Vous avez parlé des aspects moraux. Au niveau de la banque, le système bancaire est très intégré. Donc dès qu'une PME dépose un dossier, il y a d'abord un check-up sur l'actionnariat, comment il se comporte, et quelle est son antériorité au niveau du système, ainsi de suite. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà pris un crédit, n'a pas pu rembourser? C'est les informations que la banque a en un clic. Vous voyez, je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que ça va de soi. Maintenant, quand on passe au second plan, il y a maintenant la capacité même du promoteur à pouvoir conduire son projet. C'est fondamental. Là, maintenant, c'est les aspects maintenant personnels. Et sa capacité à conduire le projet. Et quelle est son expérience dans ce secteur? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? La banque va regarder tous ces différents aspects. Avant même de chuter maintenant sur les aspects maintenant financiers. Avant, il y avait les aspects de la demande, quels sont les débouchés. Maintenant, la banque chute maintenant sur les aspects financiers pour maintenant regarder est-ce que les états financiers, comment ils se comportent, quels sont les différents ratios caractéristiques. La banque va regarder tous ces aspects avant maintenant de se pencher maintenant sur les projections, les perspectives du projet. Vous voyez tout ce qui est comme projection financière. Est-ce que les projections financières telles qu'il a présentées dans le dossier tiennent la route? Est-ce qu'il n'a pas exagéré les projections financières pour que les différents cash flows présentés soient vraiment très reluisants?
Donc le banquier va regarder tous ces différents aspects. Donc s'il y a un seul aspect qui ne marche pas, le banquier souvent peut dire, OK, vérifier cet aspect, mais si le banquier se rend compte qu'il y a 3 ou 4 aspects qui ne marchent pas, il va se dire, non, en fait, il y a un problème. Donc c'est pour vous dire, l'aspect formation dans tout le processus est vraiment important. Il est question que les PME puissent beaucoup travailler en synergie, beaucoup avec les structures comme l'Agence nationale de PME, ça c'est important, ou les structures de madame pour mieux les encadrer. Mais déjà, c'est pour cela qu'au niveau du FAGAS, on s'est dit comment accompagner efficacement les PME sur le terrain. Donc c'est d'où vient l'idée de l'Institut du FAGAS. Vous voyez, parce que ça nous gêne. Quand une PME nous envoie un dossier, même si nous la référons au niveau de la banque, nous avons aussi un rôle d'accompagnement. Ça, c'est fondamental. Vous voyez, on a un rôle d'accompagnement. Donc tout ça, c'est tout cela mis ensemble. Et en travaillant aussi dans le cadre de l'Institut, ce n'est pas seulement le PME. Il est question aussi d'échanger avec tous les acteurs de l'écosystème, les chambres de commerce, patronat et même nos amis banquiers. Vous voyez, en échangeant ensemble, il y a des cas pratiques. Une banque va te dire, OK, j'ai un tel taux, c'est des questions de cas d'expérience, j'ai un dossier comme ceci, voilà comment on a refusé ce dossier. Le FAGAS vous dira, non, attention, voici tel école qu'on peut essayer de relever. Donc, pour dire que le FAGAS est vraiment ouvert pour pouvoir accompagner toutes ces structures-là, avec notre garantie, bien sûr. Et la garantie, comme je l'ai dit, c'est un impulseur de financement. Dès qu'un financement est octroyé avec la garantie du FAGAS, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les impacts que ça crée dans l'économie. Donc, pour nous, ce n'est pas tant les commissions qu'on va payer au niveau du FAGAS, c'est beaucoup plus les impacts. Combien d'emplois ça va créer? Est-ce que la PME va payer les impôts à l'État? Le transfert de technologie, le transfert de savoir, ça c'est important. Et parler tout à l'heure de tout ce qui est comme NTIC, les nouvelles structures qui se créent en se basant sur les nouvelles technologies, l'information et la communication, c'est très important pour nous. Parce qu'en fait, ça nous fait, nous ne sommes pas très contents quand nous voyons nos frères qui traversent le désert pour dire qu'ils vont aller traverser pour aller en Europe. On se dit quelque part, on se remet en cause. Si on avait vraiment bien fait notre travail, on pouvait créer suffisamment d'emplois en Afrique et les possibilités existent. Donc vraiment, c'est quelque part, on se dit, quelque part, on n'a pas très bien travaillé. Donc vraiment, ces défis sont vraiment énormes. Et c'est des challenges vraiment quotidiens. Et on se dit, vraiment, il est question d'inverser cette tendance-là. Pour travailler en collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème, créer plus d'emplois, que nos économies soient vraiment dynamiques. Voilà un peu le bien fondé de notre présence. Merci, monsieur. Je vous remercie. Je vais me tourner à présent au niveau de la SGI-AGI, monsieur Ganflé. Alors, vous êtes le directeur général d'une structure d'intermédiation financière qui est chargée de faire le lien entre les tiers et les sociétés cotées au niveau de la négociation des valeurs mobilières. Alors, de prime abord, on peut se demander, bon, en tant que PME, PMI, est-ce que le marché boursier n'est pas un peu trop loin pour moi? Est-ce que je peux vraiment accéder à ce type-là de financement avec un petit historique, un faible capital, etc. Donc, comment est-ce que vous intervenez justement dans cette problématique de l'accès au financement, voilà, avec une vue marché boursier? Merci beaucoup. Je dirais que c'est des entités qui sont bien compartimentées. Au niveau du marché financier régional, je dirais que l'intervention des SGI vise beaucoup plus à accompagner les PME, PMI dans leur volet investissement. Ça suppose que c'est des entreprises qui comprennent suffisamment leur modèle économique, qui ont des ambitions en matière de croissance et qui ont de réelles potentialités de croissance pour pouvoir soutenir réellement le besoin de financement qu'ils expriment. Il ne s'agit pas tout simplement de venir pour dire on a besoin de temps et de temps. En la matière, pour pouvoir accompagner les entreprises dans ce volet, il y a le marché financier régional qui a mis en place le 3e compartiment, qui s'adresse essentiellement aux PME et aux PMI. Et pour pouvoir être éligible, c'est qu'il faut être organisé sous forme de société anonyme. Il faut disposer en moyenne d'un capital de 100 millions de francs CFA. Il faut avoir son plan d'affaires et pouvoir disposer au préalable d'abord de 2 comptes, de 2 exercices validés par les commissaires aux comptes. L'intérêt d'être sur ce marché, c'est la possibilité de lever des ressources sur le long terme, je l'ai dit tout à l'heure, soit sous forme de capital ou sous forme d'emprunt obligataire. Lorsque on décide également de faire cet exercice, c'est que ça donne l'opportunité de participer aux cohortes de formation où vous aurez à échanger des expériences avec
d'autres, avec d'autres du marché, avec d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience pour voir en quoi est-ce que vous pouvez appréhender les réalités du marché, comment vous pouvez corriger votre structure organisationnelle, revoir vos plans d'affaires si nécessaire, avant de prendre la décision maintenant de procéder au levée de fonds. Donc sur ce marché, vous avez la possibilité de faire des emprunts obligataires, je l'ai dit tout à l'heure, également de faire des opérations telles que l'augmentation de capital, tout ça. Mais au-delà de cette orientation sur l'accompagnement des PME pour accéder au marché, nous connaissons la réalité de nos marchés. Il arrive que à nos guichets, les SGI accompagnent également les PME à structurer sous forme d'intermédiaires des opérations que nous pouvons les aider à avoir des financements au niveau des banques. Le plus important, et un volet sur lequel ceux qui m'ont précédé ont suffisamment mis l'accent, c'est la capacité organisationnelle de ces entreprises qui permettent aux banques de s'assurer qu'elles sont à même de les accompagner. C'est ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation pour le moment. C'est vrai que la notion de PME, PMI au niveau des critères, elle diffère selon les structures, les États, etc. Mais j'ai bien entendu quand même une SA, être sous forme d'une SA. Donc c'est vraiment qui nécessite d'être une société vraiment très structurée. J'ai bien retenu un minimum de 100 millions de chiffre d'affaires. De capital. De capital, 100 millions de capital. Donc c'est pas... Il faut quand même avoir un certain historique, être vraiment structuré, avoir des moyens avant d'accéder au marché financier. Ce n'est pas pour les jeunes pousses béninoises ou... Le potentiel est là, ça existe. Nous avons vu des entités lever des emprunts sans être nécessairement de très grandes entreprises. Le plus important, c'est pouvoir intégrer le process. J'ai ouvert également la possibilité à ces entreprises-là de se faire accompagner, si nécessaire, par les spécialistes, pour les accompagner dans les structurations des opérations, pour également leur permettre, si nécessaire, d'intervenir au niveau du secteur bancaire. D'accord. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Il y a la modératrice qui me fait signe, le temps avance, donc je vais... Oui, bien sûr, parce que je me permets, parce que nous allons passer tout à l'heure, dans quelques petites minutes, à la phase des questions. Les différents participants, on va en prendre comme d'habitude depuis le matin. Donc, nous allons prendre quelques participants qui vont poser des questions sur vos différentes interventions. Et nous en sommes à pratiquement 2 minutes. Donc je me dépêche, alors je vais interroger Sud Capital, qui a quand même un rôle aussi très important dans cette problématique-là. Et j'ai surtout noté que Sud Capital accompagnait les PME-PMI dans l'optimisation de la relation bancaire. Alors à l'heure où on parle de la frilosité des banques, de leur rigidité, etc., nous serons intéressés de vraiment savoir quel est votre rôle en fait, comment est-ce que vous pouvez justement accompagner ces PME, PMI à avoir un bon dossier pour avoir accès au financement bancaire. Merci Madame Amadou pour la question. Les précédents panélistes se sont appesantis sur la nécessité pour les PME de développer leur capacité stratégique pour avoir un meilleur accès au financement bancaire et multisources. Parce qu'il faut noter qu'au-delà de la mise à disposition des ressources financières, il y a un travail qui doit être fait pour qu'on s'assure que ces PME-là gèrent bien ces ressources et qu'elles soient en mesure d'atteindre les objectifs pour lesquels elles ont sollicité ce financement. Et c'est à ce niveau que Sud Capital intervient. Nous intervenons sur tout le cycle de recherche-financement, pré-financement en apprêtant ces entreprises, en les accompagnant dans le montage et la structuration de leurs besoins pour qu'ils soient facilement financés. Et nous intervenons aussi sur le volet post-financement, parce qu'une fois les ressources mises en place par la banque, il faut s'assurer que l'investissement est effectivement réalisé et que l'entreprise a les moyens de facilement écouler ses produits, etc. Donc, pour présenter brièvement Sud Capital, c'est un cabinet d'intermédiation en opérations de banque et en moyens de paiement qui a été agréé par la BCEAO en 2016. Nous touchons à tous les volets de l'organisation de la gestion d'entreprise à travers nos services de conseil en banque, en finance, en stratégie et en gouvernance entreprise.
et cela au moyen de 3 métiers. L'ingénierie financière, l'accompagnement à la recherche et financement et le conseil, assistance et suivi. Et c'est autour de ce service même que nous communiquons le plus parce qu'on a développé des formules qui permettent de prendre en charge la PME tout au long de son cycle de développement, aussi bien à l'amorçage, à la croissance, au développement. Donc, vu le bref temps restant qui nous a imparti, c'est ce que je peux dire sur Sud Capital. Merci. Merci beaucoup. Donc, par exemple, des promoteurs qui ont des idées, qui ne savent pas trop comment structurer ou bien formaliser, peuvent venir vers vous. Bien sûr, c'est notre travail parce qu'on ne peut pas juste aller à la banque parce qu'on a un projet ou qu'on estime avoir un besoin de financement d'un certain montant. Les PME, en tout cas la plupart, n'arrivent pas généralement à estimer de façon adéquate le montant de financement qu'il est nécessaire pour réaliser leur projet. Elles ne savent pas forcément quels sont les produits ou services financiers les plus adaptés au regard de leur marché, de leur secteur et de tout un ensemble de facteurs. Donc notre travail, c'est de les aider à structurer ce besoin. Nous les accompagnons dans la préparation de leur dossier, nous coordonnons les échanges avec les partenaires financiers pour fluidifier tout le processus. Merci, madame. Merci à vous, chers panélistes. Merci, madame Amadou, pour la modération. Nous allons à présent prendre 2 questions. Une question par participant, s'il vous plaît. Je suis Kevin Mondé de The Space. Ma question s'adresse à madame Jessica Gaba. Qui dit agent aujourd'hui dit forcément des gens derrière qui disent qu'on octroie souvent de l'argent par connaissance. Donc j'aimerais savoir quel est le travail qui est fait pour réellement définir en termes de critères les projets dont vous avez besoin. Parce que dans votre présentation, vous avez parlé tantôt de personnes qui venaient avec des projets parce qu'ils travaillent juste sur WhatsApp et trouvent que ça rentre dans le cadre de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un travail préalable qui est fait pour définir au moins les grandes lignes de sélection? Et après ça, vous avez aussi parlé, c'est la même question, mais vous avez aussi parlé du suivi. Comment est-ce que vous vous assurez que le financement qui est mis à disposition est réellement utilisé à dessein et que cet argent ne va pas juste dans le vide? Parce que l'un des problèmes qu'on remarque, nous, en tant qu'incubateurs, c'est que souvent, les entrepreneurs sont à la recherche de financement, mais après, l'accompagnement ne suit pas, forcément. Est-ce qu'il y a cette préparation, madame parlait du post-financement, est-ce que ce travail est fait au niveau du FAEN? Merci. Question suivante. Merci. Ici, je réponds au nom de Yurup Toguro Yakubu, promoteur de l'entreprise Asafma. Nous sommes dans la fabrication des machines agroalimentaires. Donc, je vais témoigner par rapport à SUS Capital. En 2019, j'avais gagné le projet Bifinance. Mais suite à mon projet, ça n'a pas été retenu enfin. Parce que je n'avais pas l'information qu'il y avait aussi SUS Capital qui existait aussi, qui pouvait mieux mettre un projet en place. Donc ça m'a fait échouer par rapport au projet Bifinance. Mais il s'est fait que en 2020, que j'ai eu à gagner encore un autre projet, qu'on appelait FNDA. Donc vraiment, suite à ça, on nous a donné l'information de SUS Contact. Et je vous jure qu'actuellement, mon projet est en fin de réalisation. Donc vraiment, je demande ici à tout promoteur vraiment de faire face à eux. Merci. Merci à vous, monsieur, pour ce beau témoignage sur Sud Capital. Nous allons à présent répondre aux questions. Madame Amadou. Donc les questions s'adressent à madame Gaba. Merci, madame la modératrice. Alors, je vais commencer par la première question qui, je crois, était sur les critères. Bien sûr, il y a des critères parce que, encore une fois, c'est un fonds public. Donc, derrière, il y aura de la reddition de comptes, il y aura des mesures vraiment très strictes pour voir quels sont les critères que nous avons utilisés pour pouvoir sélectionner les entreprises que nous avons sélectionnées. Et donc, pour le fonds de maturité,
généralement, nous allons demander que l'entreprise soit déjà sur le marché. Donc, qu'elle ne soit pas à la phase où elle est en train de faire du prototypage. Nous allons demander que l'entreprise ait un certain nombre d'employés. Donc, ça ne va pas être des entreprises qui ont 2, 3 employés, mais ça peut être entre 2 et 10, par exemple. Mais sur le fonds d'amorçage, là, nous allons demander des entreprises qui ont entre 1 et 3 ans, béninoises, parce que c'est un fonds qui est logé ici, donc promoteur de nationalité béninoise. C'est très important. Nous avons eu des candidatures du Cameroun, du Togo, mais malheureusement, le fonds, il est réservé, pour le moment en tout cas, aux Béninois. Et concernant l'aspect numérique, lorsque je m'exprimais tout à l'heure dans mes propos et je faisais comprendre que des personnes sont venues vers nous avec des projets qui utilisent le numérique juste sur le volet communication, si mes souvenirs étaient bons, je faisais comprendre qu'on n'avait pas pu les sélectionner. Pourquoi? Parce que ce serait un tout petit peu trop facile de dire, bon, j'ai WhatsApp Business, je fais déjà dans le numérique stricto sensu comme nous l'avions imaginé en début de projet, ce n'était pas ça. Maintenant, sur les prochaines années, peut-être nous allons reconsidérer parce qu'il y a eu quand même beaucoup de candidatures comme ça où nous avions des entrepreneurs qui disent moi je suis à Savalou, je suis à Dassa, mais le gros de ma clientèle voilà, est à Cotonou, le gros de ma clientèle est vraiment à Porto-Novo et c'est grâce à WhatsApp ou à Facebook que je fais mon chiffre d'affaires. Donc oui, plus tard, on peut penser à intégrer ce genre de critères-là, mais pour le moment, on est très strict. On parle d'utilisation d'une technologie numérique. Et c'est vraiment, lorsque vous allez sur le site du FEN, les formulaires sont encore disponibles et c'était dans les critères qu'on a mis dans le formulaire. Alors, pour la deuxième question, c'est sur le suivi post-décaissement, post-octroi de financement. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que nous ne sommes pas une structure qui donne dans de la formation pour les entrepreneurs qui reçoivent du financement. Nous octroyons juste le financement sous forme de subvention. Mais par contre, nous avons des prestataires avec lesquels nous travaillons, des structures qui font cela. C'est leur métier, c'est leur cœur de métier. Les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Nous ne sommes pas en tant que FAEN une SAEI. Et ce n'est pas notre métier. Donc, par contre, pour le financement Oumandera que nous avons lancé l'année dernière, nous avions bien précisé à l'entrée au démarrage que le financement est subordonné à un passage dans un programme, soit d'incubation ou soit d'accélération. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a un suivi. Et d'ailleurs, sans suivi, il n'y a pas de décaissement. C'est très important pour nous. Et un autre point sur lequel je vais peut-être finir, c'est de dire que les postes de dépenses éligibles pour le financement, c'est aussi quelque chose sur lequel nous avons travaillé. Vous n'allez pas nous demander du financement pour faire, par exemple, des missions commerciales qui ne sont absolument pas justifiables, que nous ne trouvons pas qui seront pertinents pour la suite de votre projet. Par contre, des dépenses d'investissement, par contre de l'achat de gros matériel, ce genre de dépenses-là sont éligibles. Et nous veillons, puisqu'il y a un plan de dépenses qui a été validé avec la start-up en début, et c'est sur ce plan-là, sur la base de ce plan-là, que la structure qui suit va voir comment est-ce que les dépenses seront faites et quel est l'impact justement que ce financement-là a pu avoir sur l'entreprise. Sachant bien sûr que ces structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et innovants, elles vous fournissent quand même de quoi réaménager vos business models, pivoter quand il faut pivoter, avoir des capacités externes, vous appelez des consultants lorsque vous avez des besoins sectoriels, parce qu'une structure dans la santé n'a absolument pas les mêmes besoins qu'une start-up qui évolue dans la fintech. Vous voyez, les dépenses en investissement ne seront pas les mêmes. Vous voyez, donc du coup, ces SAEI-là avec lesquels nous travaillons, c'est elles qui nous permettent en fait de faire ce suivi-là. Mais le FAEN reste et demeure, en tout cas pour le moment, dans la forme actuelle, donneur de subventions, octroyeur de subventions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Gaba. Alors, pour conclure rapidement, le temps est passé très vite, on aurait voulu plus échanger.
Mais ce que je retiens de nos échanges avec les différentes structures, c'est qu'on a pu décliner en fait, quelques propositions qui existent en fait, au niveau du marché béninois pour accompagner les structures, souvent qui sont déjà formalisées. Il y a une petite fenêtre pour les structures informelles au niveau de la MPME, d'après ce que j'ai compris, et au niveau des promoteurs qui ont une idée pour les accompagner au niveau de Sud Capital. Je retiens aussi que il est important d'avoir un financement, mais il est important aussi d'avoir la capacité à le gérer. Et en cela, il y a des structures comme par exemple comme la NPME, le FAGAS aussi, qui ont mis en place des programmes de formation, de coaching pour accompagner tous ces promoteurs et ces chefs d'entreprise-là. Les types de financement sont vraiment diversifiés. On a beaucoup parlé des banques, mais on sait aussi qu'il y a les marchés financiers avec la SGI, AGI qui peut accompagner en ce sens-là. On aurait voulu plus parler en profondeur du capital investissement. Il y a aussi d'autres outils comme la finance participative ou encore le Love Money. Tout simplement essayer de voir auprès de ses proches si on peut déjà recueillir quelques fonds pour avancer petit à petit. Donc voilà un peu pour la conclusion. Merci beaucoup à tous les panélistes pour les échanges très fructueux. Merci à vous, Madame Atinouké Amadou. Vous étiez modératrice de ce panel qui a porté sur l'analyse des opportunités et des défis d'investissement dans les petites et moyennes entreprises.